Bonjour, bonsoir, ici Yassine Saber, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur un ensemble de sujets. Tout d'abord, on va essayer effectivement de voir qu'est-ce que le trading, une définition, l'analyse technique, on va voir également l'analyse fondamentale, quelques exemples. Tout d'abord, n'oubliez pas de télécharger juste en dessous un ensemble de PDF. Tout d'abord, il y a un livre assez intéressant sur l'économie et marché financier d'une manière très globale. Donc, il y a des prévisions sur une période 2010-2020 sur l'économie mondiale, sur des indices boursiers, des devises, des matières premières. Deuxième e-book, c'est débuter efficacement les CFD. Donc, c'est un e-book assez intéressant, effectivement. Donc, il aborde les CFD d'une manière globale. Et puis, nous avons une partie du livre, La psychologie des grands traders. Donc, également, si vous souhaitez justement donc approfondir vos connaissances en matière de psychologie en trading. Donc, c'est un livre assez intéressant. Et le dernier livre, c'est un livre sur la liberté financière de Olivier Seban, donc qui s'appelle Tout le monde mérite d'être riche. Donc, il aborde justement l'ensemble des méthodes, des techniques pour pouvoir justement atteindre votre liberté financière. Alors, commençons par le commencement. Tout d'abord, alors la première des choses, la bourse n'est pas un trésor. Donc, il faut savoir que pas mal de personnes, lorsqu'elles entendent la bourse, donc ils croient qu'il y a beaucoup d'argent, qu'il y a de l'argent facile, qu'on peut devenir très rapidement riche, etc., etc. Et ben, c'est pas exactement ça. Mais la bourse, encore une fois, c'est un lieu où on peut justement travailler, on peut accumuler de la richesse, mais d'une manière graduelle, d'une manière, c'est-à-dire compétitive. Et donc, à partir de là, on ne peut pas considérer la bourse comme un trésor ou bien comme des jeux du hasard. La seule similitude qui existe entre la bourse et le jeu du hasard, c'est sur le plan psychologique. C'est-à-dire que le biais psychologique est toujours présent sur le marché financier. Donc, il y a la psychologie des foules. Les personnes deviennent totalement fous, totalement irrationnelles. Elles prennent des décisions qui ne sont pas rationnelles. Et donc, automatiquement, on peut se considérer ce biais psychologique la seule similitude qui existe entre les jeux du hasard et la bourse. Alors, qu'est-ce que la bourse tout d'abord? Donc, c'est le lieu finalement où se rencontrent les acheteurs et les vendeurs des titres. Alors, il y a les entreprises qui ont un besoin de financement et puis nous avons les institutionnels, les particuliers, les entreprises également qui ont un excédent de financement. Donc, c'est le lieu finalement où se rencontrent l'offre et la demande de l'argent, de liquidité. Et le trading, justement, c'est l'activité exercée par les traders qui consiste à permettre la liquidité sur le marché. Donc, toi, en tant que trader, par exemple, tu vas intervenir sur ces marchés-là pour permettre la liquidité, pour gagner de l'argent, mais pour financer également l'économie. Donc, c'est un moyen, finalement, de financer l'économie. Donc, qu'est-ce qu'il fait un trader? Alors, un trader, en définitive, il va intervenir pour acheter et vendre des actions. Si la probabilité que le mouvement se dessine est assez élevée. C'est-à-dire en se basant sur l'analyse technique ou bien en se basant sur l'analyse fondamentale ou bien autre analyse, l'objectif justement c'est quoi? C'est qu'on va essayer d'élever ou bien d'augmenter la probabilité de succès d'une position. Et puis la deuxième des choses c'est quoi? C'est qu'elle gère son risque de manière optimale. Tout le métier de trading, c'est la gestion de risque. Donc, il faut savoir justement bien gérer son risque. Ce sont des cours, en fait, qu'il faut apprendre. Et je vais essayer par la suite de partager avec vous tous les cours qui concernent le money management ou bien la gestion de risque. Alors, finalement, le trading, c'est un métier qui consiste ou bien qui nécessite des efforts, des connaissances académiques, des expériences qui s'acquièrent avec le temps, tout simplement. Alors, l'avantage de ce métier, c'est que justement, vous êtes toujours libre. Hein. Donc, il suffit justement d'avoir de l'argent, de capital, et puis le matériel, c'est-à-dire un ordinateur, une connexion, etc., etc., pour pouvoir intervenir sur le marché et prendre des décisions. Alors, c'est ça en fait l'avantage de trading, c'est que vous n'avez pas de boss, vous n'avez pas de compte à rendre, et donc vous êtes toujours libre et vous prenez des positions d'une manière indépendante. Donc, le cas par exemple d'un nouveau resto, ou bien le cas d'un nouveau projet d'une manière globale. Donc, toujours, il faut avoir des immobilisations, il faut avoir du stock, il faut avoir du personnel, il faut avoir du cash pour démarrer une activité, etc., etc., etc. Et ben, c'est la même chose au niveau de trading. Il faut avoir du capital, il faut avoir de l'argent, du temps et puis la matière grise, c'est-à-dire les connaissances et les compétences nécessaires pour gagner et réussir dans ce domaine.
Alors en fait, lorsqu'on veut intervenir sur le marché, il y a différents types ou bien différentes analyses qu'on peut utiliser. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle l'analyse fondamentale, c'est l'analyse classique, c'est l'analyse qui consiste à étudier les fondamentaux d'une entreprise, d'un pays, d'une obligation, etc., etc., etc. Prenons l'exemple par exemple d'une entreprise. Si je veux intervenir dans une action, la première des choses, qu'est-ce que je dois voir? Si cette entreprise dispose des fondamentaux qui sont solides. On va étudier le bilan, on va voir le CPC, on va calculer un ensemble de ratios, tels que par exemple le bénéfice net par action, le dividende, le payout, etc., etc., etc. Et on verra justement si cette entreprise nous convient ou non. Et c'est ça l'analyse fondamentale. Donc, c'est considéré comme une approche de référence et constitue souvent le principal outil d'aide à la décision de nombreux gérants de portefeuille qui louent sa rigueur scientifique. Selon ces adeptes, elle permettrait de valoriser au mieux les principaux actifs financiers en calculant leur valeur fondamentale, également qualifiée de valeur intrinsèque ou valeur réelle. Pour certains économistes, le prix d'un actif financier doit tendre vers cette valeur fondamentale à long terme. Alors, ce sont des fondamentaux, etc. Bon, pour le cas d'une entreprise, on va essayer de voir le dividende, le cash flow, les stratégies perspectives, etc., etc. Alors en fait, il y a différentes méthodes qu'on peut valoriser l'entreprise. La première méthode, c'est la méthode classique qu'on appelle la méthode de l'actif net comptable. C'est la méthode classique, c'est la méthode mathématique. En fait, on va essayer de voir la valeur minimale de l'entreprise. On va prendre le total bilan moins le dette exigible. On va avoir uniquement le capital, le résultat, les dividendes, les réserves, etc. divisé par le nombre des actions. On va avoir justement la valeur de l'entreprise. Et puis nous avons la deuxième méthode, c'est la méthode de l'actualisation des flux. C'est qu'on va prendre une hypothèse par exemple, on va prendre le business plan de l'entreprise, on va essayer de calculer quelques ratios et on va essayer d'actualiser l'ensemble de ces ratios dans le présent. On va actualiser le résultat net, on va actualiser le cash flow, liquidité, trésorerie, et on va actualiser également les dividendes. Donc, ce que va valoir l'entreprise d'ici, par exemple, 10 ans, en dégageant ces cash flows, on va actualiser l'ensemble de ces flux pour avoir la valeur actuelle de l'entreprise. Troisième méthode, c'est la méthode des comparables, c'est-à-dire on va prendre un échantillon des entreprises qui évoluent dans un secteur donné, dans une bourse, et on va essayer effectivement de comparer l'ensemble de ces ratios à notre cible, à notre entreprise. Et comme ça, on pourra avoir la valorisation de l'entreprise. Donc, ça demande beaucoup de temps. Mais encore une fois, ce sont en fait des méthodes classiques, fondamentales, qui se basent sur des ratios réels. Et puis, le cas par exemple d'un autre pays, si je veux valoriser donc une devise, une obligation par exemple, on va se baser sur un ensemble des indices, un ensemble des indicateurs économiques tels que le taux de croissance, l'endettement public, le taux de chômage, la dette publique, le déficit par exemple commercial, etc., etc., etc. Le même raisonnement s'applique aux matières premières. Pour le pétrole par exemple, on se basera sur le stock existant, sur l'offre potentielle, les puits, les champs pétroliers qui peuvent être exploités dans un bref délai. Du côté demande, les analystes vont se baser sur les demandes actuelles mais également potentielles, la croissance économique mondiale, la démographie, les énergies de substitution, etc., etc. Et puis nous avons la deuxième analyse, l'analyse la plus utilisée donc au monde par les traders, par les institutionnels et par tous les intervenants sur les marchés financiers, à savoir l'analyse technique. Qu'est-ce que l'analyse technique? L'analyse technique, tout simplement, c'est une séance qui consiste à étudier les mouvements des cours à travers des graphes pour savoir la tendance potentielle des cours boursiers. En d'autres termes, on va utiliser un ensemble de graphes. Donc, on va utiliser effectivement donc un ensemble de graphes qui vont nous permettre justement de prévoir la tendance du cours boursier. Alors, vous savez que le prix de l'action, le prix du matière première, le prix du pétrole, le prix d'une devise, c'est un résultat de l'offre et la demande. Alors, nous avons les acheteurs sur le marché qu'on les appelle en fait les taureaux. Donc, ce sont des termes en bourse qui sont utilisés. Et puis, nous avons les vendeurs qui s'appellent
les ours. Hein. Et toujours, il y a une confrontation entre les taureaux et les ours à la fin de la journée pour qu'on puisse qui a gagné le match, qui a rapporté la victoire. Et ben c'est ça ce qui se passe exactement sur le marché. Et à travers l'analyse technique, on va essayer justement d'étudier la psychologie qui règne sur le marché, la psychologie qui est le résultat entre la confrontation donc des acheteurs et les vendeurs. Alors, l'analyse technique s'appuie sur 3 principes de base. La première des choses, c'est que l'action des marchés intègre toute l'information. Parfois, par exemple, nous avons une entreprise où le PDG détient plus de 70% du capital. Et si le PDG a décidé de vendre ses actions, on ne peut pas le savoir ça. Peut-être qu'il y a un communiqué de presse qui va venir juste plus tard. Mais nous, en tant qu'intervenants sur le marché, on ne peut pas savoir cette information. Mais par contre, si nous sommes toujours actifs sur l'analyse graphique, on peut très rapidement constater qu'il y a des ventes sur le marché. Raison pour laquelle on dit que parmi les principes de base de l'analyse technique, c'est que l'action des marchés intègre toute l'information, aussi bien l'information psychologique, mais aussi l'information fondamentale. Deuxième principe, c'est que les prix évoluent par tendance. Alors sur les marchés financiers, nous n'avons pas des tendances aléatoires. Donc les cours n'évoluent pas dans des tendances qui sont aléatoires. Donc il y a soit on est dans une tendance haussière, soit on est dans une tendance baissière, soit on est dans une range. En d'autres termes, donc il y a une forme de zigzag, d'accord, donc qui bien évidemment où le marché peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Troisième principe, c'est que l'histoire se répète. En fait, sur les marchés, nous avons des figures qui vont se répéter dans le temps. Nous avons des facteurs psychologiques, des comportements moutonniers qui vont se répéter avec le temps. Nous avons également comment dirais-je, des proverbes extrêmement importants et extrêmement connus sur les marchés financiers qui consistent par exemple à dire les racines de l'arbre ne peuvent pas descendre jusqu'à l'enfer. C'est-à-dire que le cours boursier ne peut pas descendre jusqu'à l'infini. Il y a un jour où le marché va se redresser. Il y a un jour où le marché va monter, etc., etc., etc. Alors, la communication financière a un impact sur le court terme, c'est-à-dire que si par exemple nous avons un attentat quelque part, si nous avons un crash d'avion quelque part, donc il y a une communication financière, ce qu'on appelle les news économiques. Ce sont des humeurs, ce sont des aléas externes, on ne peut pas les contrôler. Donc ce sont des informations qui interviennent sur les marchés. Cette communication financière a un impact sur vraiment le court terme. Également une communication financière qui concerne l'entreprise elle-même, c'est-à-dire si les résultats ne sont pas très fiables, si par exemple PDG a fait quelque chose, si, et donc automatiquement nous avons des impacts sur le marché. Alors deuxième des choses, c'est que l'évolution des cours est un résultat de l'offre et la demande, point. Si nous avons une hausse, si nous avons une baisse, c'est qu'il y a des acheteurs plus que des vendeurs. Si nous avons des baisses, c'est qu'il y a des vendeurs plus que des acheteurs, point. En d'autres termes, il y a toujours une loi de marché, c'est-à-dire qu'il y a une confrontation entre l'offre et la demande. Troisième des choses, c'est que l'analyse technique consiste à étudier l'évolution des cours et non pas ses raisons, au contraire de l'analyse fondamentale. Donc on ne peut pas savoir les raisons. Pourquoi telle ou telle action, on s'en fiche. Le plus important pour nous, c'est qu'il y a une augmentation, c'est qu'il y a une diminution et il faut agir sur le marché. Les avantages de l'analyse technique. Tout d'abord, il y a flexibilité et adaptabilité, c'est-à-dire que ça peut s'appliquer à différents véhicules de trading. On peut appliquer l'analyse technique sur le Forex, sur les marchés des actions, sur les CFD, sur les titres, sur n'importe quel actif sous-jacent. L'analyse technique s'applique sur différentes unités de temps. On peut analyser sur une base heure, comme on peut analyser sur une base jour, sur une base weekly, sur une base mensuelle, etc., etc., etc. L'analyse technique également peut jouer un rôle dans la prévision économique. Alors, puisque nous pouvons prévoir, grâce à l'analyse technique, l'évolution de devises, par exemple de l'euro, automatiquement prévoir l'évolution de la zone euro sur le plan économique. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de l'analyse technique, on peut prévoir l'analyse fondamentale. Alors, une représentation d'une tendance très rapidement. Alors, le cas d'une tendance haussière, par exemple, nous avons ce qu'on appelle la ligne de tendance haussière. Nous avons donc la même chose pour la tendance baissière. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est que nous avons des sommets qui sont plus intéressants que les sommets précédents. D'accord? Nous avons des plus hauts qui sont plus importants que les plus hauts précédents. Comme ça, on peut dire que c'est une
c'est une tendance haussière qui est confirmée par une ligne de tendance haussière. On ne peut que acheter sur le marché. La même chose pour la tendance baissière, c'est que nous avons des creux qui sont plus intéressants que les creux précédents. Automatiquement, donc, on va dire que c'est une tendance baissière et donc on ne peut que vendre sur ce marché. Alors, une question intéressante, l'analyse fondamentale permet-elle de prédire de manière satisfaisante l'évolution d'un cours boursier? Alors, une chose très intéressante. En physique, vous jouez contre Dieu. Dieu ne change pas les règles très souvent. En finance, vous jouez contre les créatures de Dieu, des agents, c'est-à-dire des hommes et des femmes, qui vont valoriser un actif en se basant sur des opinions éphémères. C'est-à-dire qu'en fait, sur les marchés, il n'y a rien de rationnel que d'investir d'une manière rationnelle sur le marché. En d'autres termes, on ne peut pas se baser sur des facteurs psychologiques des hommes et des femmes qui vont intervenir sur le marché. Donc, il n'y a pas d'explication d'un mouvement sur le marché. Il y a des hausses parce qu'il y a des acheteurs plus que des vendeurs. Il y a des baisses parce qu'il y a des vendeurs plus que des acheteurs. Point. Et on ne peut pas aller beaucoup plus loin. D'accord? Donc, c'est une phrase assez intéressante qui explique très très clairement que les marchés financiers, que 90% justement du travail sur le marché financier, c'est un travail de psychologie. D'accord? Alors, je vais prendre l'exemple d'une entreprise qui s'appelle Medpaper. Alors, en 2012, 2013, 2014, donc trois exercices où il y a des ratios, il y a des informations qui sont que négatives. Alors, nous avons un bénéfice net par action qui est négatif, return on equity très négatif, dividende, il n'y a pas de dividende, l'entreprise ne distribue pas de dividendes, etc., etc. Normalement, cette entreprise doit avoir une tendance baissière puisque tous les ratios, tous les indicateurs affichent une contre-performance très très claire. Et bien, qu'est-ce qui se passe sur le marché? Sur le marché, on constate justement que le marché ne fait que monter dans la même période. Nous avons des hauts qui sont plus intéressants que les hauts précédents, et puis on dessine justement une tendance haussière avec la ligne de tendance haussière. Le marché respecte parfaitement le canal haussier, donc le marché prend bien évidemment sa tendance haussière, et puis on arrive à un plus haut de 44 en 2014. Qu'est-ce qui se passe? C'est que juste en dessous, vous voyez que nous avons l'indicateur technique RSI qui est très utilisable par les traders et qui commence effectivement à donner des signaux qui sont négatifs. C'est-à-dire que elle a commencé à donner des plus bas qui sont plus intéressants que les plus bas précédents. Vous voyez? Donc des sommets donc vous voyez ici? Voilà, donc il y a des sommets qui sont moins intéressants que les sommets précédents. Et là, bien évidemment, afficher une configuration baissière. Le marché, qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Donc, il va baisser un petit peu pour casser ce qu'on appelle le neckline. Alors, le neckline, c'est un niveau extrêmement important, extrêmement connu. Donc, une fois on casse, on part beaucoup plus bas pour commencer la tendance baissière et pour suivre par la suite les fondamentaux que nous avons affichés tout à l'heure. Vous voyez? Voilà donc le marché qui commence bien évidemment à prendre une tendance baissière et puis le marché qui baisse de 44 à 16 aux alentours de, voilà, donc à peu près la moitié, donc c'est plus que la moitié, c'est plus que le double, voilà, donc 44 jusqu'à 16. Voilà, donc Keynes dit que il n'y a rien de plus irrationnel que d'investir d'une manière rationnelle sur le marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rationalité sur le marché financier. Et puis nous avons l'information qui arrive trop tard, ce qu'on appelle en fait les délits d'initié. Si par exemple je suis sur le marché des actions, c'est qu'en fait il se peut que le dirigeant, le PDG, va avoir l'information beaucoup plus tôt que les investisseurs, que le marché public. Donc automatiquement, lui, il va commencer à vendre ou à acheter les actions, ça dépend de l'information. Et puis nous avons l'information qui va arriver par la suite trop tard. Donc automatiquement, ça sera toujours trop tard d'investir sur le marché si on va se baser sur des fondamentaux, ou bien sur des communiqués de presse, ou bien sûr des informations publiées par l'entreprise d'une manière globale. On va prendre le cas de cette entreprise qui va afficher par la suite un profit warning, c'est-à-dire des résultats négatifs de l'année. Donc vous voyez comment
Tout d'abord, on était dans un range. Le marché elle respecte une résistance de 320. Voilà, donc nous sommes dans une canal. Et puis le marché qui commence justement à monter, vous voyez. Donc il atteint un plus haut de 460. Juste en bas, nous avons le RSI qui ne parvient pas à casser le plus haut. Et puis nous avons le marché finalement qui casse un plus bas intéressant et qui commence avec un gap baissier suite à une communication publiée par l'entreprise. Cette communication, c'est quoi? C'est il y a un profit warning de l'exercice 2014, c'est-à-dire en 2015. Donc en 2015, on a commencé à publier que le résultat de l'exercice 2014 est très négatif. Vous voyez comment le marché s'est comporté avant la publication de l'information. Cela veut dire tout simplement qu'il y a des PDG, il y a des directeurs qui savent l'information avant le public. Alors, troisième et dernier cas, l'entreprise Volkswagen. Vous savez qu'en 2015, il y avait un scandale international de Volkswagen, il y avait des défaillances au niveau des moteurs diesel, etc., etc. Mais qu'a fait le marché juste avant? Le marché tout d'abord était dans une tendance haussière, le marché respecte parfaitement la ligne de la tendance, vous voyez, mais on commence effectivement petit à petit à avoir une tendance baissière. Nous avons juste en dessous le RSI qui commence à afficher une tendance baissière, qui casse des plus bas précédents, vous voyez, et le marché qui commence avec un gap baissier suite bien évidemment à l'information publiée par l'entreprise. Alors je termine avec ces quotas. Il est inutile d'essayer de comprendre les marchés financiers. C'est comme si une personne essayait de comprendre la musique. Cela n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre du temps avec la compréhension du marché. On ne peut pas comprendre un marché. Mais il suffit juste de suivre la tendance, il suffit juste d'être ami de la tendance et bien évidemment on peut tirer du profit assez intéressant. Voilà, donc c'était un cours très rapide. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker. Et je vais vous partager juste en dessous quelques livres. N'oubliez pas effectivement de les télécharger et je vous dis à très bientôt.